Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Carr, je suis ingénieur de recherche CNRS au laboratoire de bioimagerie et pathologie de la faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg qui est située à Ekirch. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs des petits webinaires du RTMFM de nous donner l'opportunité de présenter le webinaire d'aujourd'hui où je parlerai du plugin Imagy Colocalisation Finder. Donc, comme son nom l'indique, ce plugin permet d'analyser des images pour des applications en colocalisation. Et pour toutes les considérations théoriques et les précautions à prendre pour analyser de telles images, je vous recommanderai chaudement l'article de Fabrice Cordelier et de sa collègue qui avait été publié il y a quelques années dans le journal Of Microscopy. Fabrice avait également, il y a de ça quelques mois, présenté un webinaire du RTMFM où il parlait donc des problématiques ou des précautions à prendre que je vous demanderai également de revoir. Alors, le plugin peut être récupéré donc sur ce lien-ci et j'aimerais également insister sur le fait que je ne suis pas l'auteur original du plugin qui est Jérôme Mitterrand, donc de l'IBMP également à Strasbourg. Et en fait, j'ai commencé à faire le développement du plugin à partir donc de 2016 ici. Alors pour faire la démonstration, j'utiliserai une version assez simple d'Imagy vu que j'ai pour l'instant ici aucun plugin installé. J'utiliserai juste une petite macro ici qui en fait permet très facilement de fermer donc à souhait l'ensemble des images ouvertes ou l'ensemble des fenêtres ouvertes et plus particulièrement donc ici la fenêtre qui est générée, la fenêtre Results qui est générée par le plugin avec un seul clic. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le code de ce petit macro, il n'y a pas de problème, je pourrais le donner à disposition. Donc pour installer le plugin, je retourne sur la page web. Donc il faut ici installation, reprenez le fichier colocalisation finder.jar que je vais donc enregistrer sous le répertoire plugins d'Imagy. Voilà. En faisant ça, il suffit de faire help refresh et le plugin va apparaître. Donc je vais lancer ce plugin sur des images exemples que vous pouvez récupérer sur internet. Donc par exemple l'image Frozen Cells ici. Donc c'est une image de 3 canaux que je vais ici splitter. Donc image color split channels. Donc j'ai 3 canaux. Donc j'ai le noyau, l'actine et la tubine si je ne me trompe pas. On va peut-être fermer, on va peut-être enlever une des 3 images. Je vais enlever celle du noyau. Je vais garder donc le premier canal et le deuxième et lancer le plugin. Quand je fais ça, il y a une fenêtre qui apparaît qui me permet de choisir les images analysées. Vu qu'ici j'ai que 2 images ouvertes, donc le choix par défaut est effectivement le bon. Et là je peux définir la taille de mon scatterplot. Si je lance avec 256 x 256, on obtient donc une taille ici. Donc je pense pour l'écran ici c'est peut-être un peu petit. On peut essayer la taille un peu plus grande. Voilà, 512 x 512. Alors il n'y a aucune conséquence du choix au niveau de l'analyse en fonction du choix que vous prenez. Essayez de prendre un choix qui soit le plus avisé par rapport à la taille de votre écran. Je vais essayer la plus grande taille, juste pour démontrer un peu pour une démonstration. Ici, en fait, c'est peut-être un peu trop dilué les données. Ça dépend de l'écran. En fait, vous avez aussi de la concentration de données. Ici, c'est un peu trop dilué. Je vais revenir à ce que j'avais avant. Donc, le choix idéal, je pense, est 512. Donc, j'obtiens donc d'une part donc 2 fenêtres en lançant le plugin, une fenêtre composite qui est la superposition des 2 images, une en rouge, une en vert. Et pour l'instant, tous les pixels sont en blanc, parce qu'en fait, j'ai sélectionné l'ensemble des pixels. Si je réduis ici, on sélectionne uniquement une partie en fonction de la région d'intérêt qu'on définit, qui en fait correspond, qui est l'équivalent d'un sillage. Donc comment est-ce que ce scatterplot ou cytofluogramme est obtenu? En fait, on prend la première image,
je prends le premier pixel de la première image, dont l'intensité, si je regarde ici, est égale à 15. Donc, apparaît ici, est égal à 15. Donc, 15, 13, 15. Donc, en gros, 15 pour la première image, je vais être ici. Donc, je vais être sur cette ligne-là. Ensuite, je regarde le même pixel pour la deuxième image. Je suis, donc toujours ici, ça va se lire. Je suis aux environs de 40, 44. Donc en gros, j'aurai 10, 44, je serai plus ou moins un point ici. Donc à peu près là. Donc en gros, j'obtiens 0 ici, mais en fait, je vais être juste un peu à côté. Voilà. Et donc en gros, on va balayer l'ensemble des pixels des deux images. Et dès qu'on a un point, on rajoute une valeur. Donc je vais reprendre un autre point juste pour illustrer. Je prends un point par exemple ici où j'ai une intensité assez importante. J'ai une intensité de 255, donc je suis ici, je sature plus ou moins. Et si j'essaie de repérer le point équivalent, je serai peut-être aux environs d'ici. Je suis à 51 ici au niveau d'intensité, donc 255 pour l'un et 51 pour l'autre. J'aurai un point plus ou moins ici. Voilà. Et donc en gros, on cumule pour tous les pixels. Dès qu'on a une valeur, on rajoute 1 et à la fin, on applique en fait une lutte lookup table de Fire pour obtenir quelque chose qui soit plus visuellement plus représentatif. Et donc en promenant donc la région d'intérêt sur le scatterplot, on va en blanc sélectionner les pixels qui vont être analysés. Et on voit ici, quand je me déplace de ma fenêtre, que le coefficient de Pearson et d'autres paramètres, en fait, la taille, ici, c'est la taille de la région d'intérêt, sont remis à jour dynamiquement. On peut modifier les paramètres qui sont affichés. On peut, à la place des coordonnées de ma région d'intérêt, je peux prendre les coefficients K1, K2 et de Manders. On peut aussi réduire ici 8, c'est peut-être un peu trop. On peut ici passer à 4 au niveau du nombre de décimales significatives. Et voilà, donc maintenant, quand je me déplace, j'ai ces 5 paramètres-là qui sont affichés dynamiquement. Et donc, si je veux, pour une sélection de données, générer le tableau de valeurs, il suffit de cliquer à l'intérieur de la région d'intérêt et je génère ça. Voilà, et tout, donc ça peut être on peut exporter ces données-là ou faire ce qu'on veut. Donc là, j'ai montré ce qui se passe si on a une région d'intérêt au niveau du scatterplot. On peut également définir une région d'intérêt au niveau de l'image composite. Donc je vais faire ça là. Et quand je fais ça, on voit qu'en fait, quand je me déplace, le scatterplot est remis à jour. En fait, ce qu'on observe ici, c'est une corrélation, une analyse croisée, une corrélation croisée entre la région d'intérêt sélectionnée au niveau de l'image composite et au niveau du scatterplot. Donc comme précédemment, si j'appuie au centre de la région d'intérêt là ou là, je vais générer, en fait, vous voyez que les deux dernières valeurs sont identiques, vu que c'est la même sélection. Et si je veux désélectionner ma région d'intérêt au niveau de l'image composite, il suffit de cliquer à l'extérieur de la région d'intérêt et toute l'image est à nouveau sélectionnée. De même pour le scatterplot, en cliquant à l'extérieur, on retourne à la condition au setting initiaux, en fait, avec tout le scatterplot qui est sélectionné. Et si on essaye de déplacer la région d'intérêt au-delà des valeurs du graphique, des données, on voit qu'en fait la région d'intérêt est réduite. En fait, on n'autorise pas que la région d'intérêt puisse sortir de la taille du graphique, ce qui n'a en fait aucun sens. Par contre, bon, il y a une autre fonctionnalité. Si je prends ici une petite région d'intérêt, et là, pour cette fonctionnalité-là, la taille de la région d'intérêt n'est plus modifiée, parce que sinon elle deviendrait très petite rapidement. Donc en fait, je vais sur l'image composite, je sélectionne une petite région d'intérêt ici, je vais sur mon image composite, j'appuie sur Shift ou majuscule en français, et dès que en gros, le centre de la région d'intérêt en faisant ça va correspondre au pixel sélectionné. Donc si je vais ici, je vais aller plutôt au niveau du bord, je sélectionne tout le background.
Si je vais là, je vais sur les valeurs un peu plus élevées. Ici, avant, on avait 295, donc je suis voilà, sur ces valeurs-là. Donc là, on a le point qu'on avait repéré avant au début. Si je vais là, j'ai le point qu'on avait également au début. Voilà. Ce qu'on peut également faire, c'est ici, je sélectionne une certaine région d'intérêt. Je suis sur le scatterplot en appuyant sur la touche CTRL au niveau du scatterplot et en cliquant dessus. Je vais d'une part ouvrir le Roy Manager avec en fait, je repère la position de la sélection au niveau du scatterplot et enregistré. Je génère également une nouvelle ligne au niveau de la fenêtre Results, mais cette fois-ci avec l'ajout de la couleur correspondante et l'ensemble des pixels qui ont été sélectionnés par cette sélection-là sont devenus rouges. Donc j'ai un certain nombre de couleurs qu'on peut faire pour plusieurs différentes analyses. Ici, ainsi de suite. Voilà. Donc on a à chaque fois différentes sections différentes qui apparaissent. Et ici, si je sélectionne mon scatterplot, je peux retrouver les, voilà, les, les régions d'intérêt qui ont été sélectionnées. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée en fait pour des analyses en brillance. Une autre fonctionnalité aux analyses en brillance, c'est si j'appuie sur les touches de direction haut, bas, donc sur le clavier numérique en fait, qui correspondent à la touche 8 ou 2, j'obtiens en fait un fit gaussien de la distribution d'intensité. Si j'appuie sur les touches 4 ou les touches 4 ou 6, donc droite-gauche, j'obtiens le même calcul pour l'image 2. Voilà. Donc, après cette démonstration sur une image exemple, également donc quand vous générez en fait des données, il y a un certain nombre de paramètres qui sont générés. Donc, le coefficient de Pearson, donc vous retrouvez ici l'équation. Vous avez également l'overlap, vous avez coefficient K1, K2, coefficient de Mendel, un certain nombre de paramètres où tout est expliqué au niveau de la page web, donc en détail. Donc au bout de la page web, on a deux images exemples que je vais essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer en fait à quoi correspondent les valeurs des coefficients de Pearson. Donc on a deux images, une image 1, une image 2, qui est divisée en différentes parties. Donc sur la première image et sur la première partie, l'intensité des pixels passe de 0 à 255. Lorsque l'intensité des pixels de deuxième image passe également de 0 à 255, ce qui correspond en fait à une corrélation parfaite, c'est-à-dire une colocalisation, et donc là en fait on aura un coefficient de Pearson égal à 1. Donc si c'était des protéines, on aurait en fait l'augmentation de l'intensité d'une des protéines, la présence d'une des protéines induirait la présence de l'autre. Dans la deuxième partie de l'image, on aura donc toujours encore une augmentation de 0,255 pour les pixels d'une image, alors qu'on a pour la deuxième image l'inverse, en fait, qui correspondait en fait à une protéine qui ferait fuir l'autre. Donc en fait, c'est une exclusion, ici une exclusion parfaite, ce qui correspond à une coefficient de Pearson de moins 1. Donc vous verrez ensuite que la pente obtenue sera l'inverse de la condition précédente. Ensuite, la partie suivante, vous avez une augmentation de 0,955 pour les pixels de la première image, alors que pour le deuxième, vous avez également une augmentation 2 fois moins rapide. Donc, vous verrez ensuite sur le catapote que la pente sera la moitié, mais ça correspond toujours encore à une colocalisation, c'est-à-dire un coefficient de Pearson égal à 1. Pour l'image suivante, on a donc la première image, on passe de 0 à 265. Lorsque pour la deuxième, on augmente, l'augmentation d'intensité 2 fois plus rapide. Et ensuite, on va avoir une saturation. Donc, sur la première partie, on aura donc une colocalisation de nouveau parfaite. Donc un coefficient de Pearson environ égal à 1. Et pour la suite, ce qui correspond en fait à une augmentation pour une des images et la deuxième protéine qui ignore sa présence. Donc en fait, un coefficient de Pearson qui sera égal à 0. Et pour les deux dernières parties, en fait, on a pour la première image, on passe de 0 à 255 lorsque l'intensité deuxième est stable à 20. Et
bon, c'est le cas après, c'est l'inverse, en fait, on est stable à 20 points des images. Et donc, quand on passe de 0 à 105 pour l'autre, dans les deux cas, en fait, l'augmentation des protéines n'a aucune influence sur l'augmentation de densité de scène. Donc, en gros, on n'a pas de corrélation, donc un coefficient de personne égale à 0. Donc, je vais montrer qu'on obtient bien ça avec le plugin. On va récupérer ici, je copie le lien, je vais récupérer les images, import URL, je vais coller ici le lien. Voilà, ok. Première image, image A. Là, je récupère, copier le lien de la deuxième image. File, import, URL. Je colle. Voilà, ok. Donc, on a deux images. Les deux images ici. Image A, image B. Et je vais lancer le plugin comme avant, donc sur 512x512. Et voilà, donc on a ces différentes droites correspondant à différentes conditions. Et là, je vais imposer une région d'intérêt rectangulaire. Et on peut voir qu'ici, coefficient de Pearson est égal à 1. On a une corrélation parfaite. Sur la partie suivante, la pente est inverse. Coefficient de Pearson environ égal à moins 1. Ensuite, on a un coefficient de Pearson égal à 1, même si l'augmentation est deux fois moins rapide que précédemment. Et ensuite, c'est la partie, c'est l'image en fait qui est divisée en deux, avec une première augmentation beaucoup plus rapide que ce qu'on avait en fait au début ici, correspondant à un coefficient de Pearson d'environ 2,1. Et la partie suivante, c'est en fait donc en fait on avait la partie qui était indépendante de l'augmentation d'une des images, le coefficient de Pearson égale à 0, ce qui est également le cas pour les deux parties suivantes des images. Donc 0 ici et 0 là. Voilà. On peut faire ça un peu plus rapidement. Donc, je peux réduire la fenêtre. On peut essayer de faire ça plus rapidement et passer donc voilà les différentes conditions. Et donc pour rappel aussi, chaque fois en fait qu'on augmente, qu'on se déplace, le coefficient de Pearson est calculé ici 0 et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai également sur le site également une macro disponible qui permet de faire ça avec une animation. On récupère le lien ici. Je fais File, Import URL. Voilà, je colle le lien de la macro. Et là, on lance la macro. Voilà, donc on ouvre les images, les deux images d'avant. On rajoute un peu de bruit pour que ça fasse plus une ligne, mais que ça fasse un peu une tâche. Et là, la région d'intérêt se déplace. Il va donc sélectionner l'ensemble des conditions données. On peut, en Radia Macro, également faire ça à la main. On voit qu'il n'y a pas de problème pour générer le calcul, tant pour le calcul, la régénération des données du scatterplot, que pour les données de coefficient de Pearson et des autres coefficients affichés. Voilà. Donc pour finir, je voudrais remercier donc les organisateurs, donc Sophie Allard, Brice Roncin, qui sont bien des petits webinaires, de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce webinaire-là. Je voudrais également remercier un certain nombre de gens qui interviennent au niveau de la mailing list d'Imagie, avec qui j'interagis de temps en temps. Donc ici, c'est Wayne Rasban qui est en fait l'auteur d'Imagie, Michael Schmidt qui est très très actif, qui est à Vienne, donc Jérôme Terrer donc, qui est à l'IBMP à Strasbourg, et Helmut Günder qui est donc dans une université en Allemagne. Voilà, donc je reste à votre entière disposition maintenant pour toute question que vous pourriez avoir et si vous avez des idées d'améliorer le plugin. Merci d'avance.